Merci. Alors, j'ai ajouté un sous-titre à mon titre, l'énigmatique désillusionnisme des amants magnifiques de Molière, ou Fausse Vénus, vraie mise à nu. Et si ce sous-titre met l'accent sur une opposition, ce n'est pas tout à fait de ma faute, c'est plutôt celle de Louis XIV et de Molière. La faute de Louis XIV, parce que c'est le galant monarque lui-même qui inscrit initialement l'opposition dans les amants magnifiques. Est-ce que ça marche? Voilà. Le roi, qui ne veut que des choses extraordinaires dans tout ce qu'il entreprend, s'est proposé de donner à la cour un divertissement qui fut composé de tout ce que le théâtre peut fournir. Et pour embrasser cette vaste idée et enchaîner ensemble tant de choses diverses, Sa Majesté a choisi pour sujet 2 princes rivaux qui régalent à l'envie une jeune princesse et sa mère, de toutes les galanteries dont ils se peuvent aviser. L'avant-propos du livret l'indique nettement, il s'agit pour le roi de subsumer la diversité des arts de scène sous une même opposition entre 2 princes rivaux. Autrement dit, le sujet du divertissement royal mêlé de comédie, de musique et d'entrée de ballet, c'est en 1670 le titre originel des Amants magnifiques, est un peu aussi l'unité extraordinaire du spectacle de cour et donc de la comédie-ballet, comédie mêlée d'art dont la diversité menace ordinairement de dégénérer en opposition. En opposition, voire en pugilat comique, comme le montre quelques mois plus tard, dans les 2 premiers actes du Bourgeois gentilhomme, la dispute des arts, portée par le maître de musique, le maître à danser, et le maître d'armes, finalement ligué contre le maître de philosophie. Alors c'est bien la faute du roi si l'opposition est inscrite dans les Amants magnifiques, mais c'est également la faute de Molière. Du sujet imposé par le roi, Molière conserve évidemment l'opposition entre 2 princes rivaux, Iphicrate et Timoclès, qui rivalisent donc de régal, de divertissement, de fêtes, de réjouissances, bref, de magnificence galante pour charmer la princesse souveraine Aristionne et sa fille Éryphile, et surtout pour obtenir la main de la jeune princesse Éryphile, même si le sujet de ce divertissement de cour sous forme de comédie-ballet est précisément le divertissement de cour, il convient de ne pas occulter l'enjeu matrimonial de la comédie. Mais Molière va accentuer le caractère structurant de l'opposition en ajoutant au motif de la rivalité amoureuse une dispute à caractère scientifique, voire idéologique, sur l'astrologie. La dispute est causée par la présence d'un astrologue de cour, Anaxarque, à qui s'oppose Clytidas, plaisant de cour bouffon interprété par Molière, mais aussi par un personnage qui n'est pas non plus mentionné dans la commande du roi, le général d'armée Sostrate, glorieusement vainqueur des Gaulois, mais timide en amour, esprit fort, ouvertement hostile à la superstition astrologique, mais secrètement amoureux d'Éryphile. Malgré l'opiniâtreté peu courtisane de Sostrate concernant le caractère non scientifique de l'astrologie, Sostrate s'oppose à la pseudo-science officielle à la cour, au risque de paraître manqué de complaisance, et donc de déplaire à la princesse Aristionne, souveraine qui croit aveuglement son astrologue Anaxarque. C'est sur la position rationaliste de Sostrate qu'Éryphile, la jeune princesse, s'aligne, donc contre sa mère, la princesse souveraine, et contre aussi l'astrologue illusionniste de sa mère. Alors malgré la bassesse de la fortune et du rang de Sostrate, c'est encore Sostrate que la jeune princesse Éryphile préfère aux 2 princes magnifiques. À cet égard, la scène d'élégie... Pardon, j'ai sauté beaucoup de choses, je ne vais pas synchroniser mon PowerPoint, je suis désolé, frontispice. La scène d'élégie où Éryphile et Sostrate renoncent héroïquement, mais secrètement et provisoirement, l'un à l'autre, unit une élégance de ton digne de Bérénice à une franchise pour le moins brutale de l'aveu. Voyons. Ouh là là, j'ai vraiment sauté beaucoup de choses. Voici par exemple comment débute à brûle-pourpoint la première tirade élégiaque. Éryphile, Sostrate, vous m'aimez? Sostrate, moi madame. Éryphile, laissons cela, Sostrate, je le sais, je l'approuve et vous permet de me le dire. C'est du direct. Le motif de l'opposition structure visiblement aussi l'écriture du dialogue. Mais afin de mieux comprendre comment l'opposition se trouve au principe même de la composition dramaturgique de ce somptueux spectacle de cour, et incidemment pourquoi Éryphile et Sostrate renoncent provisoirement l'un à l'autre, il faut remonter au tout début de l'acte 4, précédé du 4e intermède.
La suite des réjouissances programmées a conduit la souveraine Aristione et sa fille Éryphile vers une grotte. Et dans le temps qu'elles y entrent, est-ce que ça sera... Pardon. Non, c'est pas ça. Si. Et dans le temps qu'elles y entrent, 8 statues portant chacune 2 flambeaux à leurs mains sortent de leur niche et font une danse variée de plusieurs figures et de plusieurs belles attitudes où elles demeurent par intervalles. C'est le livret. Hein. Pendant cette entrée de ballet de 8 statues manifestement automates, pensant que cette entrée de ballet n'est qu'une énième réjouissance illusionniste préparée par l'un des princes magnifiques, la souveraine Aristione fait comme aujourd'hui le lecteur ordinaire des comédies mêlées de Molière, qui saute les intermèdes. Elle n'y prête à peu près aucune attention. Il faut reconnaître que cette bonne mère, comme la souveraine se définit elle-même, ne pense alors qu'à faire parler sa fille à cœur ouvert et à apprendre d'elle sa véritable inclination, acceptant que sa fille puisse préférer aux 2 princes magnifiques le mérite, je cite, c'est-à-dire Sostrate, caractérisé par une bassesse de fortune et de rang, mais nullement par une bassesse de condition. Pour le dire autrement, le mérite de Sostrate, général d'armée, n'est pas celui d'un roturier. Or, c'est au moment précis où l'obstacle de la différence de fortune et de rang entre Éryphile et Sostrate paraît levé qu'une divinité descend, Vénus, qui rend un oracle en alexandrin mêlé d'heptasyllabes, conclu par le couple suivant, et pense donner à ta fille à qui sauvera tes jours. Est-ce que ça va marcher? C'est vers le micro qu'il faut décider. Ah, voilà. Donc, c'est souligné ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. La didascalie de l'édition de 1682 rappelle qu'il s'agit bien d'une dea ex machina, pour le cas où les lecteurs ne se représenteraient pas le coût des machines mises au point par Carlo Vigarani pour produire en 1670 ce divertissement royal exemplaire en matière d'illusionnisme. Alors le coût, ça serait 21 881 livres, l'équivalent d'un demi-million d'euros actuels. L'illusion est si parfaite que la jeune Éryphile reste sans voix, oublier son indépendance d'esprit, sa pratique du libre examen, l'intervention de Vénus impose un silence de la raison. Comme s'est empressé de le souligner sa crédule de mère, ma fille, les dieux imposent silence à tous nos raisonnements. Après 3 actes de critique, une Vénus ex machina inflige un camouflet surnaturel à Éryphile. Seul personnage féminin chantre de la lumière naturelle et va lui assigner un époux. Mais le public, ou plus exactement le roi et sa cour, les lecteurs de l'édition posthume de 1682 de Molière, n'ont nullement le loisir de digérer ce coup de théâtre produit par une dramaturgie privilégiant l'opposition. En effet, la scène suivante leur apprend sans transition, sans qu'aucun autre personnage ne le sache, que cette Vénus oraculaire n'est qu'un vil artifice naturel et mécanique mis au point par Anaxarque pour donner Éryphile au plus magnifique, comprenez au plus offrant, des 2 princes magnifiques qui le stipendient, Iphicrate. Iphicrate a en effet plus dépensé que l'autre, Timoclès, pour mieux soudoyer l'astrologue, Anaxarque. Le stratagème a réussi, notre Vénus a fait des merveilles, et l'admirable ingénieur qui s'est employé à cet artifice a si bien disposé de tout, a coupé avec tant d'adresse le plancher de cette grotte, si bien caché ses fils de fer et tous ses ressorts, si bien ajusté ses lumières et habillé ses personnages, qu'il y a peu de gens qui n'y eussent été trompés. Et comme la princesse Aristione est fort superstitieuse, il ne faut point douter qu'elle ne donne à pleine tête dans cette tromperie. Les présents du prince Iphicrate et les promesses qu'il m'a faites l'emportent de beaucoup sur tout ce qu'a pu faire l'autre. Ainsi, ce sera lui qui recevra les effets favorables de tous les ressorts que je fais jouer. Et comme son ambition meneuvra toute chose, voilà notre fortune faite. Peut-on passer sans moins de ménagement de l'illusion à la désillusion, pour le formuler à la manière de Pierre Hadot, dans Le voile d'Isis, de l'illusion au dévoilement, ou encore de l'illusion au déniaisement, de l'illusion au guérir du sot, par référence cette fois à un ouvrage d'Isabelle Moreau. Tout se passe comme si ces 2 scènes bien opposées et exhibées dans leur opposition suffisaient à Molière pour crayonner une origine des fables ou une histoire des oracles singulièrement efficace et mémorable. L'illusionniste, alors,
Et c'est assez exceptionnel, dévoile lui-même son truc, commente Philippe Cornuaille dans son étude sur les décors de Molière. Alors je cite ici Philippe Cornuaille parce que la plupart des spécialistes ont été incapables de décrire la machine de Vénus, sauf Anthony, bientôt. Quant aux non-spécialistes des aspects techniques et pratiques du théâtre, ou même l'homme de métier qui n'a pas lu l'introduction par Louis Jouvet à quelque chose, à la pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre de Nicolas Sabatini, beaucoup ne comprennent pas que le plancher de cette grotte, je cite Anaxarque, où l'admirable ingénieur a tout logiquement dissimulé ses fils de fer et tous ses ressorts pour faire descendre sa fausse divinité, le plancher désigne le plafond, c'est-à-dire la partie supérieure de la plateforme horizontale qui sépare deux étages, et non le sol, comme le présume la langue d'aujourd'hui. Alors, on peut le voir illustré. Peut-être. L'interprète d'Anaxarque, dans la mise en scène de Vincent Tavernier à l'Opéra de Rennes en 2017, n'en a pas été instruit et désigne donc par erreur le plancher du sol. On le voit, son regard se désigne vers le sol. Sol d'où Carlo Vigarani, l'admirable ingénieur du roi et de Molière, qui lui rend hommage en passant, n'aurait pas pu faire descendre une fausse Vénus. Donc, contrairement à Don Juan ou le festin de Pierre, pièce à machine dont le dénouement est sans doute organisé techniquement à partir des trappes du plateau, afin de mieux précipiter l'athée aux enfers, c'est bien dans le plafond que sont dissimulés, dans les amants magnifiques, les ressorts de l'illusion théâtrale. Et là, j'ai une petite parenthèse, je trouve que c'est un très bon titre de colloque. Il faudrait le choisir. Mais cette machine pilotée à partir des cintres de la grotte, cette machine qui a coûté tant d'efforts à Vigarani et une si grande dépense à Louis XIV, eh bien, Molière s'est amusé à la démonter sur scène, illico. Alors, comment expliquer ce désillusionnisme, cette mise à nu immédiate et directe de l'artifice d'une fausse Vénus, qui a coûté au roi près de 500 000 euros, pour une illusion théâtrale limitée à la durée de la courte scène 2 de l'acte 4. Molière aurait-il été, pour ainsi dire, brechtien avant Brecht? Cette piste n'est pas à exclure trop légèrement, tant la scène 3 de l'acte 4 se présente comme l'inverse exact de la scène 2 de l'acte 4. Profitant de la liberté de ton et de l'esprit très second degré de la comédie-ballet, Molière aurait ainsi doublé la fort coûteuse scène d'illusion comique d'une astucieuse scène de désillusion qui exhibe littéralement les mécaniques ressorts de l'illusion théâtrale, faisant ainsi d'une scène d'illusion théâtrale un peu obligée deux scènes remarquablement opposées et mettant du même coup la machine de Vigarani et donc la libéralité du roi en vedette. Bref, n'est-ce pas un peu la faute de Molière s'il y a de l'opposition dans Les Amants magnifiques et par conséquent dans le titre de mon intervention? Comment ne pas être saisi par cette opposition brutale au sein de l'acte 4 du divertissement royal entre la scène 2, la scène du merveilleux naturel, du merveilleux surnaturel, de la Vénus ex machina, et la scène 3, scène de l'explication naturelle du phénomène, de la divulgation de son mécanisme. Quelle est la fonction de cette surprenante opposition, d'autant plus remarquable qu'elle n'a en fin de compte aucune incidence sur l'action et ne semble s'adresser qu'aux spectateurs et aux lecteurs? Entre parenthèses, est-ce délibéré? Alors je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. La mise en page dans l'édition Forestier des œuvres complètes de 2010 met en regard ces deux scènes opposées de manière fort à droite. On ne peut pas se tromper. Scène 2 entièrement là, scène 3 presque complètement ici. Une telle intrusion de la philosophie naturelle, la plus mécanique, dans la délicieuse vallée de Dampé, c'est la didascalie, n'est-elle pas malséante et contraire aux conventions galantes du divertissement de cour? Pourquoi cette mise à nu immédiate et directe de l'artifice de la fausse Vénus dans un divertissement de cour où l'on dispute déjà beaucoup d'astrologie, comme si Molière tenait à attirer l'attention vers le plafond, vers le ciel, comme si Molière voulait rappeler, dans le divertissement royal de février 1670, à la cour qu'il reste l'auteur du Tartuffe et de Don Juan ou le festin de Pierre. Bon, la question pourrait se poser autrement, à partir d'une distinction que Molière propose dans un texte poétique mais non dramatique,
qu'il publie en 1669. Il s'agit de l'opposition entre discord et contraste dans La gloire du Val-de-Grâce. Molière respecte-t-il les principes esthétiques qu'il y célèbre? Fait-il sien les préceptes de son ami peintre Pierre Mignard? Mais Mignard, nous dit de fuir un discord apparent du lieu que l'on nous donne et du sujet qu'on prend, et de ne point placer dans un tombeau des fêtes le ciel contre nos pieds et l'enfer sur nos têtes. Il nous apprend à faire avec détachement de groupes contrastés un noble agencement. Alors, si ut pictura poésie sérit, s'il en va de la poésie comme de la peinture, alors un poème dramatique de Molière est-il comme une peinture de Mignard? En l'occurrence, a-t-on affaire dans Les Amants magnifiques à un épouvantable discord apparent de la délicieuse vallée de Tempé avec ses douces croyances illusoires et mythologiques et de la mécanique la plus basse et vulgaire, ou bien à un contraste noblement agencé avec détachement, de galanterie et de philosophie naturelle? Entre parenthèses, il convient de noter que dans cette opposition entre discord et contraste, proposée dans La gloire du Val-de-Grâce, le lexique devient lui-même vecteur des valeurs défendues par Molière, puisque discord est un terme désuet, employé dans le dénouement du Misanthrope, par la fausse prude Arsinoé, ancienne coquette peut-être assez âgée pour l'avoir entendue dans le Cid, alors que contraste est un néologisme introduit par Molière lui-même. Le spectacle des Amants magnifiques est-il en état de discord apparent ou bien, au contraire, le produit d'un art poétique du contraste? À considérer non plus l'ensemble du divertissement royal, mais la seule comédie des Amants magnifiques, le discord est plus qu'apparent, il est structurant. La dispute sur l'astrologie est frontale, amorcée d'entrée de jeu dès la 5e réplique de la pièce, déclenchée de manière ad hominem contre l'astrologue Anaxarque par le même Clitidas dans la 2e scène. Elle est menée ensuite au centre exact de la comédie par Éryphile puis Sostrate. Dans la scène 1 de l'acte 3, l'unique scène de cet acte, la tirade de Sostrate, dirigée contre les sciences curieuses, dénote une surprenante opiniâtreté de sa part. Sostrate se déclare au moins aussi impie en astrologie que Don Juan se révélait impie en médecine dans la première scène de l'acte 3 du festin de Pierre. Don Juan, donc. Serait-ce cette scène que représente le frontispice de l'édition de 1682, avec au premier plan un personnage dans une posture en effet quelque peu opiniâtre qui pourrait être Sostrate, ou bien l'un des deux princes magnifiques pareillement costumés et si interchangeables que le cartouche du frontispice semble oublier en omettant l'accord en nombre de l'adjectif qu'ils forment plus qu'un unique individu. C'est les amants magnifiques, magnifiques sans S dans le cartouche. Mais seuls Anaxarque et Clitidas, côté jardin, sont identifiables avec certitude, le frontispice n'étant fidèle à aucune des scènes du texte, lequel, il est vrai, n'a pas été publié par Molière. Quoi qu'il en soit, la tirade de Sostrate peut donner l'impression d'un dérapage idéologique, comme si Molière avait trouvé dans le canevas fourni par Louis XIV un prétexte à autre chose, ici à une attaque assez doctrinaire dirigée contre l'astrologie judiciaire, et plus loin, à travers l'opposition des scènes 2 et 3 de l'acte 4, à une sorte d'hommage rendu ex abrupto à l'intelligibilité mécaniste, notamment procurée par ce qui est alors considéré comme la vraie science, la philosophie naturelle cartésienne. Or, dans la comédie des Amants magnifiques, les arguments rationnels de Sostrate contre l'astrologie ne portent pas, et ne peuvent d'ailleurs pas porter, puisque les deux princes ont des raisons toutes personnelles et peu scientifiques de croire à l'efficacité des prédictions d'Anaxarque. Ils refusent le débat rationnel et se bornent à opposer des arguments d'autorité, un peu comme s'il s'agissait de signaler à Sostrate que son opiniâtreté lui fait franchir les bornes d'une discussion honnête à la cour d'Aristione. Il s'agit bien là plus de discord que de contraste noblement agencé, d'autant plus que le dénouement, s'il règle la question de l'astrologue imposteur, laisse toutefois irrésolue la question de l'imposture astrologique. Ce discord de la comédie pourrait être l'indice du discord du divertissement royal lui-même. Au niveau du divertissement, la mise à nu de la fausse Vénus, le démontage de la Dea ex machina n'ont pas plus d'effet que les arguments rationnels d'Éryphile et de Sostrate au niveau de la comédie. Leur réception risque en outre d'être analogue, attirer négativement l'attention sur le ciel avant l'apothéose de Louis Apollon qui conclut le divertissement royal. Cela peut paraître
au moins aussi incongru et discordant qu'une dispute doctrinale sur l'astrologie dans une comédie mêlée, dont l'enjeu, un principe strictement galant, est au mieux le choix matrimonial. Bref, Molière n'a peut-être pas respecté les principes esthétiques de la gloire du Val-de-Grâce, car il semble à première vue qu'il y ait dans le divertissement royal plus de discours apparents que de contrastes noblement agencés. Une autre scène première de l'acte 3 d'une comédie de Molière suggère une possible incompatibilité entre galanterie et philosophie naturelle dans un spectacle destiné aux courtisans, ou à tout le moins aux courtisans fait de la même étoffe qu'à Caste. Ce marquis du misanthrope, qui se dit bien auprès du maître, semble dans son autoportrait se flatter de sa propre ignorance. Pour de l'esprit, dit-il, j'en ai sans doute, et du bon goût à juger sans étude et raisonner de tout. Un texte contemporain, la satire 4 à Monsieur l'abbé Levaillet de Boileau, est encore plus explicite. D'autre part, un galant de qui tout le métier est de courir le jour de quartier en quartier et d'aller à l'abri d'une perruque blonde, de ses froides douceurs fatiguer le beau monde, condamne la science et blâmant tout écrit, croit qu'en lui l'ignorance est un titre d'esprit, que c'est des gens de cour le plus beau privilège et renvoie un savant dans le fond d'un collège. Une partie au moins de la cour devait être assez imperméable à tout énoncé philosophique ou scientifique et d'une ignorance assez crasse et délibérée pour justifier ses satires. Alors, je vais peut-être sauter un petit peu ceci. J'imagine que le temps presse. Dans la bonne société Louis XIVienne contemporaine des amants magnifiques, l'astrologie se trouve en réalité en perte de vitesse et jouit d'un statut tout à fait opposé à celui qu'Aristione lui octroie à sa cour, où l'astrologie est une affaire d'État, comme dit Clytidas en aparté. Objet d'attaque soutenu de la part des lettrés et non de la part de l'Académie royale des sciences, qui semble l'ignorer, l'astrologie a perdu la faveur du public et se trouve dépréciée socialement. Ce ne sont pas directement des critères de scientificité, mais des critères de sociabilité qui sont à l'origine de la perte de faveur et de valeur sociale de l'astrologie judiciaire. Or, rappelons-le, c'est précisément cet abaissement, la perte de faveur, la détériorisation axiologique, qu'il convient dans la cour d'appeler vulgarisation, ravalement rendu vulgaire, au sens le plus péjoratif de ce mot. Même si ce n'est nullement l'objet principal du divertissement royal, les amants magnifiques participent de ce mouvement de déconsidération et de dépréciation sociale, d'avilissement, donc de vulgarisation, au sens propre, de l'astrologie, auquel les lettrés contribuent de manière cruciale. Alors, la vulgarisation de la pseudoscience est toutefois moins importante que l'ennoblissement de la philosophie naturelle par le biais de la faveur dont jouit la mécanique à la cour de Saint-Germain. À cet égard, il n'y a pas de discord entre illusion et désillusion à travers la mise à nu de la fausse Vénus dans le divertissement royal, mais un contraste, comme dit Molière, un contraste théâtral adroitement agencé par Molière en hommage aux Bourbons et au goût un peu démiurgique et thaumaturgique pour les automates de la nouvelle dynastie. À Saint-Germain, le château... À Saint-Germain, le Châteauneuf recèle de célèbres grottes à automates hydrauliques voulues par Henri IV, nymphées qui attirent les voyageurs de l'Europe entière, qui servent de terrain de jeu à Louis XIII enfant et que Louis XIV fait en partie rénover dès les années 1660. Donc là, on a une vue du Châteauneuf devant, et puis à l'arrière-plan, le Château Vieux qui existe encore. Le Châteauneuf a disparu. Enfin, il reste des vestiges et pas en ville. Dans l'un de ces nymphées artificielles, la grotte d'Orphée propose un spectacle automatique visuel et sonore, et même participatif, puisque les visiteurs, et surtout les visiteuses, se trouvent inopinément arrosés pour le plus grand plaisir d'Henri IV et de son fils. Un autre nymphée, dans le château vieux de Saint-Germain, où Louis XIV a élu résidence, et où le divertissement royal est représenté, le monarque s'est fait aménager plusieurs grottes par les mêmes ingénieurs d'origine florentine. Ah, elle était là, la grotte d'Orphée. Voilà. Les Francines, notamment dans ses appartements privés. Une grotte munie d'un jet d'eau impressionnant et sans doute d'automates pas moins mythologiques que ceux des grottes du Châteauneuf.
C'est peut-être à ce palais des amours privés que Molière, par un contraste courtisan et flatteur, fait allusion dans l'acte 4, à travers la grotte d'Anaxarque, sa Vénus automatique mise à nu, voire à travers ses statues mécaniques au flambeau, toutes porteuses du motif musical de l'anamour, d'une counter-love figure, comme le remarque Devin Burke dans une thèse de musicologie intitulée Music, Magic and Mechanics, The Living Statue in Ancien Régime Spectacle. En somme, la dramaturgie des Amants magnifiques, divertissement de cour et comédie-ballet jamais reprise par Molière à la ville, est une dramaturgie conçue pour Saint-Germain, sur mesure, ad hoc. Mais elle obéit fondamentalement, je crois, à des principes mis en œuvre systématiquement dans d'autres comédies hybrides molièresques, voire dans toutes ces comédies mêlées. Dans la dramaturgie forcément très simplifiée et stylisée de la comédie-ballet, en raison de son caractère composite, Molière privilégie méthodiquement un art du contraste afin de permettre à sa comédie de ne pas être diluée dans la diversité des arts mobilisés et au contraire de subsumer tous ces arts sous les effets strictement théâtraux que lui seul, homme de théâtre, maîtrise. À Saint-Germain, par exemple, l'apparition d'une machine de Vénus, construite à grands frais par Vigarani, est éclipsée par 2 coups de théâtre successifs de Molière, encore plus admirables. Bref, Molière cherche moins à enchaîner ensemble tant de choses diverses, comme le roi l'a cependant expressément ordonné, qu'à mettre et à soumettre, par un art du contraste, au service de la seule illusion théâtrale, non seulement les divers arts du spectacle, mais aussi la mise à nu des illusionnistes de ses ressorts les plus mécaniques. Molière serait-il brechtien avant la lettre ? Qui sait ? Observons à minima que sa poétique semble encore ici obéir à une injonction horacienne, puisque Vénus, par définition, est précisément ce sujet pictural ou sculptural qui convient de représenter nu. Mettre Vénus à nu, cela allait donc de soi. Je vous remercie.